Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur le plateau d'ITPE. Ce soir, notre émission spéciale portera sur la prothèse bionique, et plus particulièrement sur la prothèse du membre supérieur, c'est-à-dire le bras. La bionique est devenue un terme populaire pour désigner la science qui remplace une partie d'un organisme vivant par un robot. C'est essentiellement la rencontre de la matière vivante et de la machine. Plus théoriquement, ce terme est le fruit de la combinaison de deux domaines, la biologie ainsi que l'électronique. Ce sujet aussi vaste que complexe nous a amené à faire intervenir plusieurs spécialistes. Ceux-ci seront capables d'apporter leurs connaissances et leur savoir à propos de cette prothèse qui a permis de révolutionner la vie de certains individus ayant perdu l'usage de leurs bras. Nous les rencontrerons ce soir. L'amputation d'un bras provoque un handicap très conséquent. Nos mains sont des instruments étonnants. Quand on en perd une, voire deux, il est beaucoup plus difficile de faire les choses que nous avons besoin de faire physiquement. Il y a également un impact émotionnel. Et enfin, il y a une incidence sociale très profonde. Car si nos mains nous servent à accomplir certaines tâches quotidiennes, elles servent également à nous exprimer. Nous parlons avec nos mains, nous saluons avec nos mains, et nous interagissons avec le monde physique avec nos mains. Cela devient une réelle barrière quand on ne les a plus. L'amputation du bras est en général provoquée par un traumatisme, comme un accident du travail, une collision de véhicule à moteur, ou encore même quelque chose de très poignant, la guerre. Mais aussi des enfants naissent sans bras. Ils sont alors atteints de déficiences congénitales motrices. Il existe deux types de prothèses. Ce qu'on appelait alors la prothèse classique est en réalité la prothèse inventée après la guerre de sécession, affinée lors des deux guerres mondiales. Elle permettait déjà de remplacer un membre en assurant une partie de ses fonctions perdues. La prothèse de dernier cri est d'une part mécanisée. Elle peut bouger, accomplir des mouvements, et d'autre part, ces mouvements sont contrôlés directement par le corps humain. Ces évolutions techniques et esthétiques, au cours du temps, nous amènent à nous demander comment la prothèse bionique parvient à imiter, voire à dépasser les capacités du bras humain. Tout au long de notre émission, les spécialistes et moi-même essayerons de répondre à notre question. Nous avons avec nous Isaac Naffer et Samuel Zemmour, deux professeurs de l'université de médecine Pierre et Marie Curie. Bonjour Isaac. Bonjour Samuel. Pouvez-vous nous présenter tout d'abord le système nerveux humain? L'exécution d'un mouvement nécessite l'implication de notre système nerveux. Il est en effet à l'origine des messages nerveux qui aboutissent à l'action de nos muscles. Pour le comprendre, il est nécessaire d'expliquer sa composition. Le système nerveux est divisé en deux parties, le système central et le système périphérique. Le système central intègre les informations qu'il reçoit et les coordonne pour influer sur l'activité de toutes les parties du corps. Il est composé de l'encéphale, centre de la pensée et des réflexions humaines, comprenant le cervelet, le cerveau et le tronc cérébral, ainsi que la moelle épinière située à l'intérieur de la colonne vertébrale. Le cerveau est lui-même composé de différentes zones corticales ayant chacune une fonction précise. Le système central reçoit alors les informations émises par les organes sensoriels et transmises par les nerfs sensitifs. Les nerfs sensitifs font remonter les informations depuis les récepteurs sensoriels situés dans la peau ou les muscles jusqu'au système nerveux central. C'est la voie afférente. Puis ils les analysent et les interprètent en fonction d'une multitude d'informations extérieures, mais également personnelles, désir, motivation de l'individu par exemple. Enfin, il aboutit à une réponse motrice qui est transmise aux muscles, aux glandes et aux organes via les nerfs moteurs. Les nerfs moteurs transportent la commande motrice depuis le système nerveux central vers les effecteurs, principalement les muscles, mais aussi les glandes. C'est la voie efférente. Le système périphérique, quant à lui, a pour fonction principale de faire circuler l'information entre les organes et le système nerveux central. Le système périphérique est constitué de nerfs mixtes contenant à la fois les fibres sensorielles et des fibres motrices. Tous ces transferts d'informations sont rendus possibles grâce aux neurones. C'est la cellule principale du fonctionnement du système nerveux. Cette cellule excitable est capable de transmettre un signal de nature électrochimique d'un point à l'autre de l'organisme. Quant à vous, professeur Zemmour, pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs le mouvement du membre supérieur? Bien sûr, mais tout d'abord, dans le but de simplifier le mouvement du membre supérieur, nous allons considérer deux mouvements principaux qui sont la flexion du coude et la mobilité de la main et des doigts.
Le membre supérieur est la partie du corps qui part de l'épaule jusqu'à la main. Il est constitué du bras, de l'avant-bras et de la main. L'articulation du coude relie le bras à l'avant-bras et le poignet relie l'avant-bras à la main. Reliant le membre supérieur au tronc humain, l'épaule est constituée de 3 os, l'extrémité de l'humérus, l'omoplate et la clavicule. 2 de ces articulations permettent notamment au bras de bouger. Le bras, quant à lui, est composé de 3 muscles, le biceps, le triceps, tandis que le muscle brachial sert à la flexion du coude. Le coude est composé de plusieurs articulations permettant aussi les mouvements de flexion-extension de l'avant-bras sur le bras. Lorsqu'on veut plier le bras, le biceps se contracte. Il est alors appelé muscle agoniste, tandis que le triceps est au repos. C'est le muscle antagoniste. A l'inverse, le triceps se contracte lorsque le membre supérieur est détendu. C'est alors le biceps qui est au repos. Le muscle agoniste est alors le triceps et le muscle antagoniste le biceps. Enfin, la main est située à l'extrémité du membre supérieur. Elle est composée de 27 os répartis en 3 groupes, le carpe, le métacarpe et le squelette des doigts. Toutes les articulations de la main sont synoviales, c'est-à-dire mobiles. La mobilité des doigts est assurée par 3 nerfs principaux ayant chacun un territoire distinct. Le nerf médian innerve le muscle de l'avant-bras et de la main. Le radial, les muscles de la paume. Le cubital, ou le lunaire, les muscles du dos de la main. Le nerf médian permet les manœuvres pouce-index, pouce majeur, la flexion du pouce, de l'index et du majeur. Le nerf radial, quant à lui, permet l'extension des doigts et du poignet. La main paraît tombante si le nerf est sectionné. Le nerf cubital permet l'écartement et le rapprochement des doigts. Ces nerfs se terminent par de petits faisceaux, donnant à la main une capacité de mouvement très précis et une perception sensorielle très fine. Il faut ensuite distinguer les mouvements volontaires, comme par exemple saisir un objet, des mouvements réflexes, comme retourer son doigt quand il touche un objet trop chaud. Votre café, monsieur Zamour. Merci. Nous allons expliquer comment fonctionne la commande réelle à partir de cet exemple précis. Lorsqu'un doigt est en contact avec un objet de haute température, la chaleur de l'objet est perçue par les thermorécepteurs situés sous la peau du doigt qui sont stimulés. Cette excitation est alors transmise par les nerfs sensitifs situés dans le bras grâce au potentiel électrique. Une fois arrivé au cerveau, ce message est alors traduit par un neurone qui établit de multiples connexions entre le réseau afférent et le réseau efférent. Le message sensoriel est traduit en message moteur et est ensuite acheminé par les nerfs moteurs au muscle effecteur, afin que celui-ci se contracte. Le mouvement du bras est provoqué et la main se retire ainsi de l'objet trop chaud. Aucun message n'est envoyé au muscle opposé. Le neurone correspondant est alors inhibé. L'information n'est donc pas transmise au muscle antagoniste. C'est donc le mouvement réflexe. Il existe également des mouvements volontaires, c'est-à-dire que l'individu décide son action, comme par exemple saisir un objet. Pour cela, dans un premier temps, l'individu reconnaît l'objet dans l'espace, puis il prépare son mouvement et enfin il le réalise. On distingue alors 2 types de mouvements volontaires. Le mouvement global, dont le rôle est d'assurer le placement des membres et du tronc humain, et le mouvement sélectif qui est l'aboutissement d'un mouvement précis. Leur intensité ainsi que leur vitesse peuvent varier. Le choix de saisir un objet se traduit par une augmentation des influx nerveux de l'activité électrique dans le cortex frontal, région qui contrôle les décisions prises par un individu. Le cortex frontal établit la trajectoire idéale pour saisir un objet grâce aux données fournies par le cortex visuel. Par ailleurs, d'autres parties du cerveau sont impliquées dans la réalisation du mouvement volontaire. Le cervelet, par exemple, coordonne les actions et apporte la précision spatiale. En effet, afin d'augmenter la précision et la rapidité du mouvement, le système nerveux doit analyser sans arrêt les informations, notamment sensorielles de l'extérieur, mais également la position du corps dans l'espace. Ainsi, l'action est modifiée et la trajectoire mieux adaptée à chaque nouvelle situation. Le mouvement volontaire est donc un enchaînement de messages nerveux faisant appel à de nombreuses structures cérébrales et à de nombreux neurones qui conduit à une exécution précise du mouvement. Après avoir montré comment le mouvement de notre bras est possible d'un point de vue biologique grâce à notre système nerveux, nous allons observer cette action d'un point de vue mécanique. Si un objet se déplace dans l'espace, c'est qu'une force s'exerce sur lui. Un objet ne peut bouger, démarrer, accélérer, ralentir, changer de direction, s'arrêter ou se déformer que s'il est activé par une force. Une force est une action mécanique, c'est un phénomène provoquant un mouvement. Son unité est le newton. L'énergie produit la force. Par exemple,
L'homme peut soulever une haltère grâce à son énergie musculaire. Cette énergie lui permet d'exercer une force sur l'haltère. Cette force est entièrement déterminée par 4 caractéristiques: le point d'application, la direction, le sens et l'intensité. Un levier est de façon générale un corps rigide susceptible de tourner autour d'un axe et soumis à au moins 2 forces qu'on appelle la force motrice et la résistance. Il existe 3 types de leviers qui se distinguent par la position relative du point d'appui, de la force et de la résistance. Dans le cadre du levier interappui, la force motrice F et la résistance R se trouvent de part et d'autre du point d'appui A. La balance est un levier interappui par exemple. Dans le cadre du levier interrésistant, la résistance est située entre le point d'appui et la force motrice. Par exemple, la brouette soulevée par un homme est un levier interrésistant. Enfin, dans le cadre du levier interpuissant ou intermoteur, la force motrice se situe entre le point d'appui et la résistance. Ce levier est celui qui nous intéresse particulièrement. En effet, le mécanisme de flexion et d'extension du bras, qu'il soit bionique ou naturel, peuvent être modélisés en un système de levier intermoteur. Ainsi, nous avons vu que le bras humain est complexe. La commande du mouvement et son mécanisme physique sont le fruit de l'ingénierie de notre évolution. Elle lui a permis d'acquérir, au cours du temps, une composition, une organisation et un fonctionnement idéal pour subvenir aux besoins des hommes. Le bras bionique est composé de biomatériaux. Ce sont des matériaux conçus pour interagir avec les systèmes biologiques. Plusieurs matériaux rentrent dans la composition du bras bionique afin de remplacer au mieux l'aspect esthétique et fonctionnel du bras manquant. Ces matériaux sont choisis selon plusieurs critères. Le premier est leur biocompatibilité, c'est-à-dire la tolérance de ces matériaux par l'organisme. Le second critère est leur résistance à la corrosion, c'est-à-dire à la dégradation du matériau au contact du dioxygène, afin que la prothèse ne se décompose pas au contact de l'air ou de l'eau. Enfin, une prothèse bionique requiert des matériaux aux propriétés mécaniques spécifiques pour imiter au mieux le membre naturel. On s'intéresse principalement à leur flexibilité, leur résistance et leur légèreté. La fibre de carbone, qui est constituée principalement de fibres d'atomes de carbone d'environ 10 micromètres, enroulées les unes autour des autres, permet à ce matériau d'allier finesse, légèreté et une excellente résistance à la traction. Les alliages de métaux sont essentiels dans la fabrication d'un bras bionique car ils présentent une résistance durable et possèdent une grande flexibilité. Cependant, de nombreux métaux font face à un problème majeur qui est la corrosion. L'acier est particulièrement victime de cette corrosion en raison du caractère très oxydable du fer. Il est néanmoins possible de faire face à cet inconvénient car il existe des aciers inoxydables qui permettent d'empêcher la formation de rouille grâce à leur taux de chrome élevé. La couche de chrome alors formée protège le matériau. On peut alors bénéficier de la robustesse de l'acier sans le problème de la rouille. On peut également citer les alliages de titane dans la composition du bras bionique. Sa faible masse volumique est intéressante puisqu'elle se rapproche de celle de la structure osseuse du corps humain. Ces matériaux sont disposés à des endroits précis de la prothèse. Le silicone enveloppe la prothèse et remplace la peau. Au niveau de l'avant-bras et de l'humérus, on favorise des matériaux qui reproduisent la structure osseuse humaine, comme les alliages de titane et la fibre de carbone. Enfin, les alliages de métaux viennent consolider les endroits les plus vulnérables, comme l'épaule et le coude, en raison des nombreux frottements auxquels ils sont soumis. Le bras bionique est également constitué de batteries et de 6 moteurs appelés rotateurs. Les rotateurs jouent le rôle des articulations. Les batteries alimentent les rotateurs. Ceux-ci sont de plusieurs tailles. Les petits sont utilisés pour les mouvements des doigts et les gros sont utilisés pour les mouvements du poignet, du coude et de l'épaule. Ces rotateurs permettent au bras de bouger dans toutes les directions. Nos spécialistes nous ont permis de voir que l'exécution d'un mouvement nécessitait l'implication de notre système nerveux. Différents os, articulations, muscles et nerfs contribuent à la mobilité du membre supérieur. Il existe différents types de mouvements, volontaires et involontaires. Le mouvement de flexion et d'extension du bras humain peut être modélisé par un système de levier intermoteur. Plusieurs matériaux rentrent dans la composition du bras bionique afin de remplacer au mieux l'aspect esthétique et fonctionnel du bras. Pour la conception de la prothèse bionique, les chercheurs tentent d'imiter le fonctionnement du bras humain et le système nerveux par l'intermédiaire de l'électronique. Il est tout d'abord nécessaire de permettre le transfert d'informations de l'homme à la machine. La réinnervation musculaire ciblée
ou Targeted Muscle Reinnervation, est un procédé chirurgical ayant vu le jour en 2002, développé par le Dr Quicken et le Dr Gregory Dumanian aux États-Unis. Le Dr Quicken a accepté de nous éclairer sur cette opération ainsi que sur le processus de transfert d'informations corps-machine. Ce procédé révolutionnaire permet de relier la prothèse au système nerveux. Elle repose sur le fait qu'après amputation ou perte d'un membre, le système nerveux est en grande partie intact. Par ailleurs, elle repose aussi sur la mémoire de procédure. Quand un amputé cherche à utiliser son membre absent, le cerveau envoie toujours le signal correspondant au mouvement désiré et ce signal traverse toujours les nerfs dans la direction du membre. Mais celui-ci meurt à l'endroit où le nerf s'arrête car la commande n'aboutit plus. L'avantage de cette technique est d'arriver à contourner la plus grande difficulté à laquelle on doit faire face quand on cherche à relier une prothèse au reste du corps, à savoir la complexité du système nerveux. De ce fait, l'opération chirurgicale est assez lourde. Les nerfs normalement connectés aux muscles de la zone pectorale sont enlevés. On parle alors de la dénervation du muscle. La zone musculaire ainsi dénervée devient donc paralysée, puisqu'aucun nerf ne la relie plus au cerveau. On appelle ce muscle, ou cette zone musculaire dénervée, le muscle ciblé. Ensuite, les nerfs qui allaient vers le membre amputé sont reliés au muscle ciblé. En quelques mois, ces nerfs se développent, se soudent aux terminaisons nerveuses auxquelles ils ont été attachés et redeviennent fonctionnels. Ils fonctionnent alors exactement de la même façon que n'importe quel nerf. Quand l'amputé essaiera de boucher son membre fantôme, le muscle ciblé se contractera d'une certaine façon qui correspond au mouvement désiré. Autrement dit, si l'amputé cherche par exemple à étendre son bras fantôme, le muscle ciblé ne s'étendra pas, mais fera un mouvement qu'il ne fera en aucun autre cas. Cette opération chirurgicale sert uniquement à établir une correspondance entre les mouvements désirés du membre fantôme et le mouvement actuel du muscle ciblé. Cette technique a l'avantage de ne pas nécessiter d'implant. Tout ce qui est utilisé pour la réaliser fait déjà partie du corps du patient. Ainsi, il n'y a pas de réponse du système immunitaire et donc pas de rejet. Cela limite considérablement le taux d'échec de la procédure. Dans le cas du bras bionique, on utilise un électromyogramme pour capter l'activité musculaire et correspondre avec le système informatique du bras. À l'origine, l'électromyographie est une technique médicale qui permet d'enregistrer les courants électriques qui accompagnent l'activité musculaire. Elle permet d'étudier le système nerveux périphérique, les muscles, d'obtenir un électromyogramme et d'établir un électrodiagnostic. Il y a différents moyens de détecter un signal électrique. Il y a tout d'abord les électrodes à aiguille qui touchent directement la fibre musculaire. Elles permettent d'obtenir le signal émis par une seule fibre, mais présentent l'inconvénient d'abîmer la peau et le tissu musculaire. Il y a des électrodes de surface qui sont fixées sur la peau au niveau du muscle ciblé. Elles fournissent le signal émis par un ensemble de fibres musculaires et non plus d'une seule comme précédemment. On distingue les électrodes humides, à usage unique et de durée de vie limitée, et les électrodes sèches, plus pratiques car elles sont réutilisables, mais moins précises puisque la transpiration peut déformer légèrement le signal. Ce sont néanmoins de loin les plus utilisées. Les signaux myoélectriques sont complexes et facilement perturbés. Avant de pouvoir être classés en vue de la commande des différents mouvements du bras bionique, ils doivent subir un traitement. L'amplitude des signaux détectés est de 10 mV maximum. La détection est donc facilement affectée par le bruit. Ici, le bruit ne signifie pas l'intensité sonore, mais tous les facteurs susceptibles de perturber l'électrode, comme le changement de température, le choc au niveau des électrodes, les interférences entre les signaux émis par les muscles voisins. Le signal est tellement faible qu'il peut même être modifié par les sources d'alimentation électrique environnantes. Pour obtenir un signal propre à l'activité du muscle étudié, le signal myoélectrique est donc filtré. Nous allons désormais accueillir Gregory Dumanian qui va nous expliquer comment le bras bionique interagit avec l'environnement. On a vu que lorsque le patient s'imagine faire un mouvement, certains muscles de son groupe musculaire cible se contractent. Ces contractions produisent un EMG.
Il faut maintenant classifier les EMG filtrés afin de faire correspondre à chaque type de signal un mouvement particulier. Pour cela, des tests ont lieu. On demande à un patient d'effectuer un mouvement précis comme plier le coude ou fermer la main, et on analyse l'EMG dû à la contraction des muscles qui correspondent à ce mouvement. En faisant des analyses de plus en plus précises, on classifie les signaux. Ces classifications font entrer en jeu de nombreuses caractéristiques de l'EMG comme la période, la moyenne en valeur absolue ou le nombre de fois qu'il coupe l'axe des abscisses. Finalement, et après de nombreuses expériences, on fait correspondre à chaque mouvement analysé un certain type de EMG. On peut ainsi comprendre pourquoi le bras bionique ne possède pas une aussi grande diversité de mouvements que le bras naturel. En raison de la faiblesse des signaux, il faut des appareils de mesure extrêmement précis pour réussir à les classifier en un grand nombre de différentes catégories. Les signaux myoélectriques sont traduits en algorithme par un microprocesseur. Il interprète les signaux envoyés par les électrodes à l'aide d'outils mathématiques très complexes. Tous les EMG répertoriés, extension, rotation du poignet, ouverture de la main, sont alors catalogués dans les microprocesseurs sous forme mathématique. Puis ce dernier transmet l'algorithme obtenu au moteur de la zone concernée. Ce dernier agira ensuite précisément en temps voulu selon l'ordre transmis par le microprocesseur. La prothèse exécute alors le mouvement précis conformément aux informations envoyées par le cerveau. Le sens du toucher est sûrement le plus indispensable à l'être humain. Il permet le contact avec l'environnement et constitue un véritable système d'alarme naturelle. L'absence de sens du toucher pour un patient équipé d'une prothèse bionique pourrait être très handicapante. Il pourrait par exemple abîmer un objet qu'il tente d'attraper et ce sans s'en rendre compte. Certaines prothèses mises au point récemment peuvent néanmoins reproduire les sensations du toucher. Ce type d'opération chirurgicale permet à la personne amputée de contrôler son bras bionique ou sa prothèse par la pensée. S'il veut ouvrir la main, il a juste à penser « ouvrir la main ». Ce que nous n'avions jamais fait ici, aux États-Unis, c'est de permettre au patient de sentir grâce à sa prothèse. Grâce à la réinnervation sensorielle ciblée, vous pouvez littéralement sentir à travers votre bras artificiel. Si vous serrez la main de quelqu'un, vous la sentirez. Pour cela, j'ai dû chercher le nerf précis qui procure cette sensation. Une fois identifié, j'ai attaché le nerf à sa peau, là et là. L'idée c'était que si le nerf était capable de vous donner une sensation à cet endroit, son cerveau penserait que ses doigts étaient effectivement situés à cet endroit. La prothèse comporte des capteurs placés sous les doigts motorisés. Il s'agit de capteurs de forme, de pression et de température. Ces capteurs envoient les informations sur les paramètres qu'ils sont chargés de détecter sous forme de signaux électriques. Comme précédemment, ces signaux sont envoyés vers un microprocesseur qui, cette fois, les traduit en influx nerveux artificiel correspondant à l'information venue des capteurs. Deux nerfs véhiculant normalement la sensibilité d'une partie de la main, située dans l'épaule du patient, reçoivent ces influx nerveux artificiels comme s'ils venaient de la main manquante par l'intermédiaire de minuscules électrodes. L'intensité du courant électrique enregistré par les récepteurs modifie la sensation reçue par le patient. Il peut détecter la texture, le poids ou la forme d'un objet qu'il tient en main. Le cerveau ne perçoit aucune différence entre les sensations humaines et bioniques, ainsi le patient a l'impression que la sensation qu'il ressent est naturelle. Le membre bionique présente de nombreux avantages facilitant la vie quotidienne des personnes amputées du bras. Ces personnes peuvent effectuer de nouveau les gestes de la vie quotidienne, comme cuisiner, entretenir la maison ou encore aller faire des courses, et ainsi leur rendant une certaine autonomie. De plus, le bras bionique est maintenant capable de faire ressentir les sensations aux patients. La prothèse est devenue de plus en plus discrète. Cependant, le fait d'avoir un bras à la place d'un vide reste indispensable, et notamment sur le plan psychologique. La pose du bras bionique est aussi moins difficile à supporter psychologiquement que les greffes biologiques. Le membre n'est pas prélevé sur une personne décédée. C'est également plus facile à supporter car il n'y a pas de contact entre le membre bionique et le milieu intérieur. Les risques de rejet sont donc inexistants car aucun corps étranger n'est transplanté dans le corps du patient. Cela contribue aussi à une amélioration psychologique. Porté, le bras bionique enlève la sensation d'un membre fantôme. La prothèse bionique permet de récupérer jusqu'à 98% des fonctions du bras naturel. De plus en plus performante, elle permet une réinsertion plus facile dans la société en trouvant un emploi par exemple. Cependant, le membre bionique présente certains inconvénients. Un bras bionique est un dispositif lourd et encombrant pour un individu. Celui-ci peut peser jusqu'à 6 kg. Il est donc parfois physiquement difficile de porter le bras bionique toute une journée. Le patient peut alors être déséquilibré et par conséquent, il est susceptible de ressentir des douleurs au dos. Aujourd'hui, grâce aux dernières innovations technologiques, l'individu est capable de contrôler et d'adapter la pression de sa main bionique en fonction de l'objet tenu.
Les problèmes de pression excessive disparaissent au fur et à mesure des jours. Malgré tout, la prothèse est incapable de saisir des objets trop lourds par manque de puissance. De plus, l'exécution du mouvement se fait de manière relativement lente par rapport aux capacités d'un membre organique. La prothèse est incapable de saisir un objet en vol par manque de rapidité, mais aussi par manque de précision. Les batteries d'une prothèse bionique sont comparables en termes de performance à celles d'un smartphone. L'autonomie est de l'ordre d'1 à 3 jours. Toute la partie électronique du dispositif consommant énormément d'énergie, il faut donc recharger ces batteries presque tous les jours. Enfin, le mécanisme de la prothèse est malheureusement bruyant. Ceci est lié aux principaux rotateurs qui permettent une bonne rotation du membre. À chaque mouvement, un bruit semblable à un coulissement de poulie est audible. Un dispositif d'isolation phonique ne semble pas envisageable, faute d'espace. Par ailleurs, la réussite de l'opération de réinnervation n'est pas systématique. Si celle-ci échoue, la pose de la prothèse devient impossible. Le bras bionique ne recevrait aucune information provenant du cerveau et n'exécuterait donc aucun mouvement. L'opération chirurgicale est une opération considérée comme lourde pour le patient. Cependant, aucun dispositif artificiel n'est implanté sous la peau, ce qui éloigne toutes les infections éventuelles. Enfin, le coût d'un bras bionique est, comme vous pouvez l'imaginer, exorbitant, de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il faut ajouter à cela les frais d'hospitalisation, ce qui représente une somme considérable. Un individu au revenu moyen ne peut donc pas se la procurer. Cela constitue donc l'inconvénient principal du bras bionique. Nous nous sommes rendus à Baltimore pour rencontrer Vincent Auffray et Dimitri Skad, deux patients invalides en séjour au laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins, afin qu'ils puissent témoigner de leur expérience. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé le jour de l'accident? Il était 6 heures du matin le samedi 25 juillet. Je me suis levé pour aller promener mes chiens. J'ai entendu un bruit affreux. Je suis sorti de la maison et je les ai vus qui entouraient un raton laveur, perché sur la clôture. Ils avaient l'air bien décidés à le tuer. Je suis allé à leur rencontre pour écarter les chiens, et le raton laveur a alors agrippé mon avant-bras. Je l'ai saisi et l'ai poussé de l'autre côté de la clôture. Il m'avait mordu l'avant-bras et je saignais abondamment. Je me suis rendu à l'hôpital. On m'a dit qu'un spécialiste de la main allait s'occuper de moi. Il m'a expliqué qu'il n'avait jamais vu une infection aussi sévère. Elle empirait de minute en minute. J'ai fait un choc septique. Les soignants m'ont expliqué qu'ils allaient couper mon bras, sinon j'allais mourir. 29 jours et 13 opérations plus tard, mon bras a été amputé. Se lever le matin, prendre une douche, se laver les dents et se préparer pour aller au travail, tout cela me prenait 15 minutes avant mon accident. Quand je rentre chez moi, je ne peux pas me faire à manger sans aide pour ouvrir des boîtes de conserve ou soulever des pots. Attacher des boutons, fermer des fermetures éclairs, on n'imagine pas à quel point cela peut être difficile. J'espère pouvoir utiliser mon bras robotique de la même façon que j'utilise mon bras valide et vaquer à mes occupations comme n'importe qui. La première fois que vous avez utilisé la prothèse, quelle a été votre réaction en sentant que vous pouviez le contrôler avec votre esprit? C'est assez naturel. J'ai l'impression d'avoir une vraie main et de la bouger normalement. Eh bien, comment dire, c'est ce qui me manquait le plus. J'ai senti une sorte de chatouillement au niveau des doigts. Quand j'ai agrippé un objet pour la première fois, ils se sont mis à vibrer. C'est extraordinaire. Bonjour Dimitri Skad. Vous qui êtes né sans bras droit, comment avez-vous fait face à cet handicap dans la vie quotidienne? Même si je ne fais pas tout comme les gens pourraient s'y attendre, j'ai trouvé ma propre manière de faire sans bras. Vous avez eu plusieurs prothèses avant celle-ci, mais quelle a été votre première réaction quand vous avez entendu parler de ce nouveau bras bionique? Pour être honnête, j'étais un peu sceptique. Je m'étais habitué à tout faire avec une seule main. Donc l'idée qu'il puisse exister une technologie suffisamment aboutie pour me faire changer d'habitude et que je puisse utiliser mes deux mains ne me convainquait pas. Depuis que je l'ai, je m'y suis résolu. Et je peux désormais faire plein de choses que je ne pouvais pas faire avant. Et combien de temps cela a pris pour s'y habituer? Ça a pris du temps, non pas pour réapprendre à contrôler la prothèse, c'est ce qui a été le plus simple, mais plus pour réapprendre à me servir de mes deux mains alors que j'ai passé 17 ans à n'en utiliser qu'une. La rencontre de la biologie, de l'électronique et des nouvelles technologies a permis de fabriquer artificiellement une nouvelle forme de vie, la bionique.
Comme nous l'avons vu, l'objectif de cette prothèse est de recréer les mouvements du bras naturel en imitant son fonctionnement. La communication entre le corps et la prothèse se fait grâce aux signaux électriques nerveux. Elle est essentielle au fonctionnement du bras artificiel. Même si la prothèse bionique est déjà une réalité et qu'elle a changé la vie de centaines de patients, il reste de nombreuses améliorations à envisager, que ce soit au niveau de la précision des mouvements de la prothèse ou de son autonomie. Cependant, la nouvelle fonctionnalité de retour sensoriel est actuellement le principal axe de recherche et d'amélioration de la prothèse bionique. Mais cela soulève une nouvelle question. Un bras bionique peut-il être plus efficace qu'un bras normal ? Les gens font souvent la comparaison avec Star Wars et Terminator. Ce bras peut soulever 20 kg et ne peut pas réussir par exemple à soulever un bus. Même si les prothèses les plus avancées n'égalent pas les membres de chair et de sang, la technologie progresse et nous progressons avec elle. Les prothèses neurales n'en sont qu'à leur début et ne se limitent pour l'instant qu'à des fins médicales. Mais qu'arrivera-t-il quand ces technologies seront plus avancées, plus intelligentes, plus robustes ? Susciteront-elles la convoitise des personnes valides ? Les décideurs ont déjà commencé à s'interroger. Si les humains s'emparent de ces dispositifs artificiels, nos lois devront s'adapter à une nouvelle conception du contrôle de nos corps. De nombreuses questions éthiques gravitent autour de la robotique. De plus, ces machines peuvent être piratées. Des gens ont déjà démontré que l'on pouvait pirater des voitures et les contrôler à distance. Je pense vraiment que nous réussirons à apporter des réponses à ces interrogations. L'humanité a trop à gagner ici.